Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Et si le truc le plus ouf, au final, dans cette finale de conférence Ouest, c'était pas Wemby, Shea ou encore ce niveau d'intensité complètement dingo. Là, ce Spurs Thunder, en ce moment, c'est même plus une finale de conférence, c'est une guerre tactique, une vraie. Pour le coup, à nouveau, cette vidéo, c'est pas le sondage Insta qui l'a plébiscité. Je l'ai choisi moi-même parce que là, avec cette série et le match 4 qui vient de se terminer, fallait être réactif. Par contre, ça change rien, hein. Le sondage avec 6 sujets proposés pour la prochaine vidéo est déjà en ligne, donc pensez à aller me suivre pour voter sur Instagram. Puis abonnez-vous ici aussi parce qu'avec tout ce qui se passe en NBA en ce moment, c'est le moment ou jamais de se mettre à fond. Mais bref, aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi cette finale de conf est devenue une vraie bataille de coach. Parce qu'à 2-2, personne n'a vraiment pris le contrôle. San Antonio a répondu, OKC a encore des cartes, et c'est ça qui rend cette finale de conf aussi folle. On n'a toujours pas de vérité définitive. Allez, installez-vous bien, prenez une petite infusion, ou plutôt un petit verre d'eau fraîche, vu la chaleur qu'il y a en ce moment, parce qu'on va parler d'une finale de conférence qui, quoi qu'il arrive, refuse d'être lisible. Bon, avant de rentrer dans le détail de cette guerre tactique, je prends quand même 2 minutes pour vous parler d'un truc qu'on est en train de préparer avec Trip Double. Parce qu'en avril, vous avez peut-être vu passer ça sur Insta, j'étais à Los Angeles avec un groupe pour vivre la fin de saison NBA sur place, et franchement, encore une fois, c'était une dinguerie. Et le truc fort avec ces voyages-là, c'est que c'est pas juste dans le délire, je prends mon billet, je vois un match et je rentre à l'hôtel. Pendant une semaine, ensemble, on vit basket du matin au soir. Tu parles basket dans l'avion, dans le bus, au resto, avant les matchs, après les matchs, bref, tu passes une semaine dans une bulle avec des gens aussi mordus de NBA que toi. Et quand tu te retrouves avec un groupe de passionnés qui vibrent pour les mêmes choses que toi, ça change tout. Tu peux regarder la NBA toute l'année chez toi, évidemment, mais quand t'es à Los Angeles avec des gens qui deviennent fous au moment d'aller à la salle, qui débattent du MVP, des playoffs, des transferts et des systèmes toute la journée, je vous jure, l'expérience n'a plus rien à voir. Et moi, ce que j'aime vraiment, personnellement, avec Trip Double, c'est ce côté immersif. Il gère la logistique, l'organisation, les matchs, l'hôtel, le vol, les transports et même des fan expériences complètement folles selon les opportunités. Toi, sur place, t'as juste à te laisser bercer et à profiter. Puis moi, ça me permet aussi de vivre le voyage avec vous. On parle basket, on découvre les salles, les villes, l'ambiance autour des matchs. Je suis déjà parti 5 fois avec eux en tant qu'accompagnateur et à chaque fois, tout le monde est revenu avec des souvenirs plein la tête. Et justement, après plusieurs voyages qui ont super bien marché, on s'est dit qu'il était peut-être temps de construire un truc directement avec vous. Du coup, en ce moment, on travaille sur un projet de voyage le 6e homme avec Trip Double. L'idée, ce serait de partir entre passionnés NBA, en groupe, pour vivre notre passion directement sur place. Les destinations et les dates dépendront évidemment du calendrier NBA quand il sortira, donc pour l'instant, on peut pas encore annoncer un programme précis. Mais l'objectif, c'est de construire des séjours cohérents, en fonction de vous, de vos désirs, autour des matchs, de l'immersion, de l'ambiance de groupe, et si possible, avec de grosses fan expériences sur place. Franchement, si vous aimez vraiment la NBA, vivre ça au moins une fois dans une vie, c'est limite un passage obligatoire. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien d'information dans la description, et si je gère bien, normalement, il y aura une petite fiche qui devrait apparaître par là. Avec ce lien, vous pouvez vous préinscrire gratuitement, sans engagement, c'est très important de garder ça en tête. C'est pas une réservation, vous payez rien, c'est juste une espèce de sondage pour savoir qui serait potentiellement chaud. Par contre, faut savoir que le nombre de places sera très limité, et tous ceux qui seront préinscrits auront les infos en priorité. Donc allez cliquer, dépêchez-vous, ne laissez pas passer ça, parce que moi j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve tous ensemble aux States. Mais allez, maintenant, retour à notre finale de conférence Spurs Thunder, notre sujet du jour. Parce qu'avant de partir voir de la NBA sur place, c'est encore mieux de bien comprendre tout ce qui se passe dans cette finale de conférence de très haut niveau. À chaque fois qu'on croit avoir compris cette série, le match suivant change tout le scénario. Game 1, San Antonio s'impose en prolongue avec un Wemby historique. Game 2, OKC durcit la série et s'impose. Game 3, le Thunder trouve les failles avec son banc et les minutes sans Victor. Game 4, les Spurs répondent, et ils ne répondent pas qu'à moitié. 103 à 82, une vraie gifle défensive. À 2-2, on ne peut plus raconter qu'OKC a tranquillement résolu le problème Spurs. Et ce que je retiens, c'est que les Spurs n'ont pas non plus trouvé la formule magique, ils ont juste rappelé à OKC que cette série n'était pas encore sous contrôle.
Cette finale de conf, elle est fascinante. Un soir, tu crois avoir trouvé la faille, 2 jours plus tard, tu prends une claque. San Antonio trouve un truc, OKC répond. OKC appuie quelque part, San Antonio corrige. Et c'est ça qui rend le duel aussi intense. Personne n'arrive à installer sa domination très longtemps. Voilà pourquoi je parle de guerre des coachs. À 2-2, personne n'a encore fait craquer personne. Pas durablement en tout cas, tout le monde se répond. Pour comprendre cette espèce de ping-pong, il faut repartir du Game 1. Et oui, évidemment, Wemby est monstrueux. 41 points, 24 rebonds, 3 contres à 14 sur 25 au tir. Victoire 122-115 après 2 prolongations. Mais si on s'arrête juste à Victor a été immense, on rate le vrai truc. Ce soir-là, San Antonio force OKC à sortir de son confort habituel. C'est important, parce que le Thunder arrivait en finale de conférence en mode machine de destruction massive. Depuis le début des playoffs, le Thunder était invaincu et donnait l'impression d'avoir toujours un temps d'avance. Ils défendent, ils courent, ils punissent la moindre erreur. Et puis au Game 1, Wemby arrive et tout devient moins simple. Les drives vers le cercle deviennent moins automatiques, les passes dans la raquette deviennent dangereuses, sa présence à elle seule change toute la géométrie du jeu. En gros, les Spurs ne volent pas ce match, même s'ils ont gagné au forceps, surtout ils ont obligé OKC à réfléchir autrement. Et ça, ils l'ont fait malgré 23 pertes de balles avec 28 points encaissés derrière. Normalement, contre le Thunder, ça te condamne. Là, San Antonio survit quand même, tout simplement parce que Wemby marche sur l'eau et apporte un avantage immense. Dans les moments chauds, Victor ne fait pas juste des stats, il casse tous les codes, toutes les habitudes. Un 3 points de très loin en transition pour égaliser en première prolongation, un dunk avec la faute sur la deuxième overtime, un alley-oop derrière pour fermer le match. Même quand OKC pense avoir survécu, Wemby sort une action qui détruit tout. Mais il n'était pas seul et ce serait une erreur de tout mettre sur lui, même si évidemment il a été primordial. Dylan Harper ce soir-là, c'est l'autre surprise. 24 points, 11 rebonds, 7 interceptions, 6 passes alors que Fox est absent. Il n'est pas juste un rookie qui essaie de ne pas prendre l'eau, il ajoute du chaos, il gratte des ballons, il tient physiquement et il empêche le Thunder de se dire bon, on met tout sur Wemby. Ce Game 1, c'est pas juste une soirée folle donc, c'est un vrai message envoyé en direction du Thunder. Shea finit avec 24 points, 12 passes et 5 interceptions, mais à 7 sur 23 au tir. Donc il reste dangereux évidemment, sauf qu'il ne contrôle pas le match comme d'habitude. Pourtant, Denio avait sorti une belle carte de sa poche. Alex Caruso, 31 points, 8 tirs à 3 points, de l'activité, du vice, de l'expérience. Il dérange les Spurs, il garde OKC dans le match, mais ce soir-là, ça ne suffit pas. Voilà le premier coup de la série. OKC avait une idée, mais San Antonio avait une idée encore plus forte. Mais la réponse d'OKC arrive au Game 2, et là, le Thunder ne revient pas dans le même mood. Il change l'ambiance. Après les 41 points et 24 rebonds de Wemby, Denio comprend très vite un truc. Si la série reste dans le rythme du Game 1, OKC va souffrir. Alors ils rendent le match plus lourd, plus physique, plus violent même. Là-dessus, faut être clair, ça a fonctionné, mais c'était souvent plus que limite. OKC gagne 122-113, Shea répond avec 30 points et 9 passes, et surtout Hartenstein passe de 12 minutes au Game 1 à 27 au Game 2. C'est le vrai signal. Denio remet du poids dans la série, 10 points, 13 rebonds dont 8 offensifs, mais surtout une mission claire, fatiguer Wemby avant même qu'il ne touche le ballon. Il était là pour jouer au boulanger, celui qui distribue les pains, comme dirait Jacques Monclar. L'effet se voit, Wemby compile encore 21 points, 17 rebonds, 6 passes et 4 contres, donc c'est pas un mauvais match, mais il passe de 26 points dans la peinture à seulement 10. OKC ne l'éteint pas, OKC le pousse vers un match moins facile, un match dirty. Par contre, ok, ouais, faut peut-être dire les choses, c'était pas forcément que du basket dur de playoff. Je me suis peut-être mal exprimé là-dessus lors de la dernière vidéo, mais évidemment que sur certaines séquences, le Thunder allait trop loin. Bien sûr que les playoffs sont physiques, bien sûr que tu dois accepter le contact, mais à un moment, quand tu commences à verrouiller les bras, accrocher, retenir, empêcher un mec de simplement bouger, on n'est plus juste dans sa joue dure. Sur ce Game 2, Hartenstein teste la limite quasiment à chaque possession. Et forcément, quand ces gestes ne sont pas sifflés, tu continues. C'est dégueulasse, mais je peux comprendre. Je valide absolument pas l'anti-jeu, mais gagner, on l'a vu dans l'histoire, c'est aussi savoir jouer avec l'arbitrage. Le symbole, c'est le tirage de cheveux sur Stephen Castle. Hartenstein l'attrape au rebond, Castle tombe, pas de faute, et OKC finit même par mettre un 3 points derrière avec Jared McCain. Là, ce n'est plus juste du basket dur, c'est une action dangereuse qui devient un avantage direct. Les arbitres n'ont pas été à la hauteur, c'est un fait, mais je peux pas non plus tout mettre sur leur dos. Dans ce match, OKC joue mieux, Shea retrouve son efficacité, les Spurs perdent 21 ballons, Castle en perd 9, Fox n'est toujours pas là, Harper sort blessé. Donc non, San Antonio ne perd pas uniquement à cause des coups de sifflet. OKC comprend que dans cette zone grise entre dureté et anti-jeu, il y a de la place pour gratter des possessions. Là-dessus, Denio marque un point. Pas le plus beau de toute sa carrière, on va dire, mais ça reste un point quand même. La réponse d'OKC était plus que discutable, parfois horriblement moche même, mais ça a fonctionné. Puis le Game 3, c'est autre chose. Le Thunder gagne 123-108 à San Antonio, et là, OKC est juste meilleur. Le match commence pourtant par un 15-0 des Spurs, mais OKC ne panique pas, remet de l'ordre et finit par installer son basket. Le cœur du match, c'est le banc. Les remplaçants du Thunder mettent 76 points, ceux des Spurs 23. Là, ce n'est même plus un écart, c'est un fossé. Plus 53 pour un banc en finale de conférence, ça raconte une chose simple. OKC peut te tuer autrement qu'avec Shea à
à 45 points. Là, Daigneault pose une nouvelle question aux Spurs, une question qui fait vraiment mal à la tête. Votre plan avec Wemby est fort, ok, mais qu'est-ce que vous faites quand il peut pas tout contrôler? Sur ce match 3, Victor finit avec 26 points mais seulement 4 rebonds, et surtout, les Spurs sont à moins 19 sur les minutes où il n'est pas sur le terrain contre plus 4 en sa présence. Le message est limpide, avec Wemby, San Antonio peut tenir, sans lui, ou autour de lui quand ça se désorganise, le Thunder peut complètement ouvrir le match en deux. Et c'est ça qui a rendu cette défaite beaucoup plus inquiétante. OKC, à ce moment-là, semblait avoir beaucoup trop d'armes. Jared McCain sort du banc et plante 24 points. Jalen Williams en ajoute 18 avec une adresse insolente à 3 points. Caruso en met 15, Cason Wallace 11. C'est pas juste un seul remplaçant qui prend feu, c'est une production collective. Et Shea, lui, termine avec 26 points et 12 passes sans avoir besoin de forcer. Il contrôle, il attire l'attention, puis les autres punissent. SGA dans ce rôle, il est vraiment pénible, pas seulement fort, chiantissime. Il joue parfaitement avec les arbitres, il attaque les angles, provoque le contact, tombe beaucoup, parfois trop, il floppe et transforme des petits déséquilibres en lancers francs. C'est frustrant, oui, mais le vrai souci, c'est surtout qu'OKC transforme chaque faiblesse en avalanche. Une perte de balle, une minute sans Wemby, un mauvais tir et tout peut partir en run immédiatement. Là, tu commences vraiment à te dire qu'OKC a trouvé un réel truc qui peut t'emmener au bout. La nuance est importante, Daigneault n'a pas trouvé comment arrêter Wemby, par contre OKC commence à trouver comment gagner malgré sa présence, punir les rotations, attaquer les minutes où Victor souffle sur le banc, forcer les autres Spurs à répondre, et ça pose un réel problème à San Antonio. Donc après le match 3, vraiment, on pouvait penser que le Thunder avait pris un coup d'avance super important. Et pourtant, le Game 4, c'est le pivot, le tournant. Les Spurs ne gagnent pas juste un match, ils empêchent OKC de valider leur certitude. Après la domination du banc, après les minutes sans Wemby puni, après cette impression que le Thunder avait trouvé où appuyer pour faire mal, San Antonio aurait pu paniquer à l'idée du 3-1. Au lieu de ça, il gagne 103 à 82. Il limite OKC à son plus petit total de points de toute la saison. Il les limite à 33% au tir, 6 sur 33 à 3 points. Là, c'est pas juste une réponse propre, c'est une vraie claque défensive. Pour le coup, impossible de seulement parler d'un petit ajustement sympa, c'est un vrai message envoyé en pleine tronche du Thunder. Pourtant, la réponse n'a pas été parfaite offensivement, les Spurs ne shootent même pas particulièrement bien, Wemby force encore quelques tirs, il y a encore des possessions un peu brouillonnes, mais c'est justement ça qui est fort. San Antonio gagne de 21 points sans sortir un feu d'artifice en attaque. Ils gagnent parce qu'ils défendent, parce qu'ils contestent quasiment tout, parce qu'ils ferment les tirs ouverts et parce qu'ils arrêtent d'offrir des cadeaux. Et le plus parlant, c'est qu'OKC n'a quasiment jamais vraiment existé dans cette rencontre. Shea finit à 19 points à 6 sur 15 avec 4 pertes de balles. McCain, qui avait fait très mal au Game 3, fait 1 sur 10. Jalen Williams fait 1 sur 7. Caruso, qui tournait à plus de 20 points sur les 3 premiers matchs, tente un seul tir et termine à 0 points. Là, c'est pas juste ils ont raté des tirs, les Spurs ont vraiment coupé tout leur oxygène. Et ce qui est notable, c'est que San Antonio a vraiment réussi à mieux gérer les moments qui faisaient peur après le Game 3. Leur but principal, c'était de prouver qu'ils pouvaient trouver des solutions même quand Wemby ne pouvait pas tout contrôler. Là, on a vu quelques réponses. Cornet, par exemple, a donné des minutes utiles, du rebond, du physique, une présence sous le cercle. Pas un truc de superstar, évidemment, mais assez pour que tout ne s'écroule pas dès que Victor souffle. Et écoutez, s'il lui faut une bénédiction de bonne sœur avant chaque match pour avoir ça comme ça a été le cas, moi je valide le protocole. Plus largement, le banc des Spurs passe de 23 points au Game 3 à 30 points inscrits au Game 4. En parallèle, et c'est là le plus gros différentiel, OKC passe de 76 à 34, et ça, c'est énorme. C'est toujours 4 points de plus que le banc des Spurs, hein, mais la différence avec le match précédent est vraiment complètement folle. Puis Fox aussi a joué un rôle primordial, même sur une cheville douloureuse. Pas forcément en mode highlight, mais en mode sérieux. 12 points, 10 rebonds, 5 passes, et surtout 0 perte de balle. 0, c'est ça le plus important. Contre OKC, ça vaut très cher, surtout quand tu sais que les Spurs avaient perdu 44 ballons sur les 2 premiers matchs. Là, avec Fox, San Antonio finit à seulement 12 turnovers, et ça change complètement la vie de Castle, de Wemby, de tout le monde. Et le match, je trouve, de façon générale, a aussi été bien mieux contrôlé dans l'ambiance. Tout n'a pas disparu, Shea a encore beaucoup fini au sol, Jalen Williams a encore bien massé les côtes de Wemby, et certaines actions méritaient plus d'attention, mais cette fois, San Antonio n'a pas passé sa soirée à subir le climat du match. Les Spurs ont répondu par la défense, par les rotations, par l'activité, et surtout par une agressivité beaucoup plus propre. Et quand tu défends comme ça, bizarrement, tout se passe mieux. N'empêche qu'il faut garder la tête froide, OKC était diminué, pas de Jalen Williams, pas d'AJ Mitchell, McCain et Jalen Williams à côté de leur pompe, Caruso quasiment invisible et Victor ne mettra pas tous les soirs un tir du milieu de terrain au buzzer de la mi-temps. Donc non, les Spurs n'ont pas trouvé la clé de manière définitive, mais ce que je retiens, c'est que pour ce match-là, ils ont trouvé la bonne formule. Pour ça, bien sûr, il faut donner énormément de crédit à Mitch Johnson. Je vais pas vous dire Mitch Johnson a outcoaché Daigneault, là ce serait trop gros, trop tôt, pas sérieux. Par contre, il a montré un truc, il a des cartes pour répondre, et dans une série comme ça, c'est super important. Préparer un bon plan au Game 1, c'est une chose, permettre à ta team de sortir la tête de l'eau quand tes joueurs se font attaquer, salir, casser, c'en est une autre. Puis le contexte compte aussi, Johnson, c'est pas non plus un head coach qui est installé depuis 15 ans.
C'est le premier vrai visage de l'ère post-Popovic sur le banc des Spurs, avec une mission un peu folle, construire un collectif autour d'une anomalie totale, un Wemby qui protège le cercle, remonte la balle, shoot, passe, attire, tout un plan défensif. Faut savoir innover en vrai. Son boulot, c'est pas juste de dire Victor, fais-nous gagner, ça tout le monde peut le faire. Justement, le vrai boulot, c'est de mettre Victor dans un cadre où il n'a pas besoin de tout faire en même temps, et c'est là que Fox et Harper changent beaucoup de choses, pas parce qu'ils doivent sortir 30 points chacun, mais parce qu'ils prennent une partie du poids qu'OKC veut mettre sur les épaules de Wemby. Stephen Castle, Devin Vassell, c'est la même, leur rôle c'est pas de prendre la lumière de Wemby, leur rôle c'est plutôt de lui faciliter la tâche pour qu'il puisse mieux la prendre lui-même, cette lumière. Fox, même diminué, peut porter la balle, stabiliser une possession et attaquer avant que la défense soit installée. Harper peut mettre de la pression sur le cercle, défendre, créer un décalage. Castle peut faire péter une défense rien que par son explosivité. Quand ces gars-là existent, OKC ne peut plus charger juste Wemby et attendre que les autres se débrouillent. Et mine de rien, même si on a tendance à sous-estimer ces rôles-là, ils restent primordiaux. Ça aide aussi à mieux gérer les temps faibles. Tu gardes un créateur sur le parquet, ça simplifie l'attaque et surtout ça évite de donner trop de ballons au Thunder qui n'attendent que ça pour courir. Quand tu finis à 12 pertes de balles contre OKC, c'est pas juste un exploit, ça devient la clé de la victoire. Donc non, Johnson n'a pas tout résolu, pas encore, mais il a prouvé que San Antonio pouvait s'adapter au fur et à mesure de la série. Par contre, n'enterrons pas Daigneault trop vite, les Spurs ont répondu oui, mais OKC n'est pas du tout encore à l'agonie. Même à 2-2, le Thunder a encore énormément d'options immédiates, et Daigneault, c'est clairement pas le coach qui va rester devant son tableau blanc en se disant bon bah tant pis, j'ai perdu, y a rien à faire. Parce que clairement, ça faut s'en rendre compte, le coach a encore tout plein de leviers à tirer. Depuis le début, le tacticien du Thunder a déjà changé plusieurs fois de visage. Caruso pour casser le rythme, Hartenstein pour mettre du poids, le banc pour faire exploser les rotations. Donc même si les Spurs ont fini par trouver une réponse, la question devient tout de suite autre chose. Qu'est-ce que Daigneault va répondre à cette réponse ? Et moi, je me méfierais de lui, ce gars-là, je le trouve super dangereux. Il peut changer le défenseur sur Wemby, utiliser Dort différemment, varier les aides, remettre du poids avec Hartenstein, de la longueur avec Chet, de l'énergie avec Jalen Williams, du vice avec Caruso. Il peut jouer plus petit, plus vite, plus agressif, plus bourrin. Là où il est fort, c'est dans sa capacité, avec quelques rotations, à réussir à changer toute la physionomie d'un match s'il le veut. Et avec Wemby, cette variété, face à lui, ça compte énormément. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais Victor s'adapte très vite, et Daigneault, justement, est très bon pour lui créer de nouveaux soucis match après match. Après, c'est pas infini non plus, et OKC aussi doit lutter avec ses propres problèmes. Il y a des blessures à gérer et des remplaçants qui peuvent passer de héros un soir à zéro un autre soir. Heureusement, il y a Shai qui lui aussi est très fort pour s'adapter et si besoin, aller chercher encore plus de coups de sifflet. C'est bien pour ça que le 2 partout ne règle rien, il relance juste encore plus cette série qui est déjà folle. Et c'est là qu'on arrive au vrai nœud de cette finale de conférence. Le match 4 donne une réponse, oui, mais le problème reste là. Contre OKC, tu peux bien jouer pendant longtemps et tout gâcher en 5 minutes. Sauf que cette fois, San Antonio n'a pas offert ces 5 minutes débiles. Ils ont gardé le match dans leurs mains, ils n'ont jamais perdu leur avance et ils ont forcé le Thunder à jouer dans l'inconfort pendant presque toute la soirée. Dans cette rencontre, OKC n'a pas connu de gros runs comme à son habitude et franchement bravo aux Spurs pour ça. Par contre, même après ce Game 4, il y a un truc qui reste vital, vraiment primordial, c'est les minutes sans Wemby. Heureusement, au Game 4, l'écart était tellement large que Victor n'a pas eu besoin de jouer les 9 dernières minutes. Ça, c'est précieux. Un Wemby reposé au match 5, ça peut faire la diff, mais clairement, il ne pourra pas tout faire seul. Il aura toujours besoin d'aller souffler, au moins un petit peu par séquence. Parce que bien sûr, Victor a beau être surnommé l'alien, il reste un humain. Un Wemby crevé, ça joue plus loin du cercle, ça force davantage ses shoots et ça n'aide pas San Antonio aussi fort que prévu. C'est ça le vrai combat maintenant, contrôler les temps faibles sans se crisper. Les Spurs ne doivent pas devenir une équipe peureuse, mais ils ne peuvent pas jouer trop relâchés non plus. La limite est fine, l'objectif c'est pas d'être parfait, c'est d'être assez sérieux pour être efficace pendant toute la durée du match. Le Game 4 a montré qu'il pouvait l'être, mais justement contre OKC, tu sais très bien qu'une mauvaise passe peut changer tout le cours de la rencontre. Par contre, psychologiquement, à 2-2, ça change tout. À 3-1, la série était presque bouclée. Et maintenant, ça nous donne un match 5 qui va devenir absolument primordial. Ben ouais, on le sait, historiquement, quand une série est à 2-2, l'équipe qui gagne le Game 5 prend un vrai avantage. Donc OKC garde l'avantage du terrain bien sûr, mais maintenant, ils n'ont plus le choix, ils vont devoir remettre les mains dans le cambouis. À ce jour, le Thunder reste peut-être l'équipe la plus complète, la plus stable, la plus expérimentée, celle qui a le plus de réponses immédiates. Mais 2 victoires en 4 matchs contre OKC, dont une par 21 points d'avance où tu les limites à 82 points, on peut pas dire que ça ne signifie rien. Là, la pression vient clairement de changer de côté, le Thunder ne peut plus juste gérer. À 2-2, OKC doit prouver que sa profondeur et ses ajustements peuvent vraiment finir le travail. Les Spurs n'ont pas prouvé qu'ils étaient supérieurs, mais ils ont prouvé un truc presque aussi fort. OKC doit vraiment les respecter comme un adversaire de très très haut niveau, peut-être le pire qu'ils aient eu à affronter ces 2 dernières années. Peu de monde, il y a encore peu de temps, imaginait les Spurs aussi forts à ce stade-là de leur timeline, et pourtant, ils agissent déjà comme une très grande équipe.
Wembanyama n'accélère pas juste le projet parce qu'il sort des lignes de stats absurdes, il accélère tout parce qu'il force déjà les meilleurs coachs à bouger leur plan. Quand une équipe aussi complète qu'OKC doit varier ses défenseurs, ses aides, son niveau d'intensité, voire même de violence, juste pour gérer un joueur, bah ça veut dire que déjà, on n'est pas sur un adversaire classique. Parce que si on parle du duel avec Chet Holmgren, désolé, mais Victor est largement au-dessus. Je suis conscient que Chet est bon, vraiment, il vient d'être élu en All-NBA Third Team, mais dans cette série, le duel des aliens penche clairement du côté de Wemby. Au Game 4, Victor commence par marquer à 3 points, il contre Chet très vite, il attaque le cercle, il finit avec 33 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 contres et 2 interceptions. Même quand il est en galère, il trouve des trucs impossibles, comme balancer la balle contre la planche, suivre son propre tir et scorer au-dessus de tout le monde au rebond offensif. Il rate exprès pour mieux te punir derrière, c'est n'importe quoi, mais ça fonctionne. C'est là que San Antonio devient terrifiant à long terme. Les Spurs n'ont peut-être pas encore toutes les réponses, mais Victor, lui, est déjà un souci pour toute la ligue. OKC possède peut-être l'équipe la plus complète, mais San Antonio, de son côté, possède le problème le plus difficile à résoudre. Après, c'est pas non plus le présent contre le futur, le Thunder a un effectif très jeune aussi. La vraie différence, c'est plutôt ça. OKC ressemble plutôt à un futur déjà organisé, alors que San Antonio ressemble à un futur en train de vraiment s'accélérer. Et voir comment les Spurs arrivent à accélérer encore au sein même de cette série, ça nous donne une finale de conférence sacrément bonne. La vraie question, c'est même plus de se demander qui est le meilleur, c'est plutôt qui prendra le prochain coup d'avance, une vraie partie d'échecs. Est-ce que Denio va encore sortir une carte joker inattendue de sa poche? Est-ce que Mitch Johnson a trouvé quelque chose de durable? Est-ce que Fox et Harper, en forme, peuvent continuer à soulager Wemby? Est-ce que le banc des Spurs peut éviter de se faire manger sur la durée? À ce stade, ce sont ces détails-là qui peuvent faire basculer toute la série. Maintenant, je vais pas faire le mec qui sait, mais je vois bien cette finale de conférence aller en 7 matchs. Et si on va jusqu'au Game 7 où tout peut basculer, bon courage pour prédire quoi que ce soit. Allez, pour le fun, je mets une toute petite piécette sur les Spurs. Pas parce que c'est rationnel à 100%, OKC a plus de profondeur et je donne même un petit avantage à Denio dans les ajustements. Mais après un match où San Antonio défend comme ça, où Fox ne perd pas un ballon, où Wemby remet tout le monde face à ses responsabilités et où les Spurs progressent à vue d'œil, je sais pas, j'ai l'impression que leur basket est plus méritant. Appelez ça le karma, les dieux du basket, le retour du bâton cosmique, du flop et de l'anti-jeu, ce que vous voulez. Mon petit pressentiment part du côté des Spurs. Mais vous, dites-moi vraiment, vous mettez votre pièce sur qui? Je veux tous vos pronos dans les commentaires. Est-ce que la réponse des Spurs peut durer? Est-ce que Marc Denio, dès le match 5, va leur créer un nouveau problème? Franchement, il y a trop de questions et il y a de quoi débattre pendant des heures dans les commentaires. Et comme d'hab, si vous voulez aider la vidéo parce qu'elle vous a plu, pensez à la booster, ça la pousse à fond dans l'algorithme et c'est super important pour moi. Enfin, abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait parce que ce serait quand même bien dommage de louper tous les contenus très lourds qui vous attendent sur cette chaîne. Pour tout ça, merci la team, merci aussi pour votre écoute, je vous rappelle que les préinscriptions pour Trip Double, ça se passe dans la description, et moi, je vous retrouve directement juste en dessous dans la section commentaires.